Débat de midi, Philippe Bertrand. Le nucléaire est un sujet de débat typiquement français. D'abord parce que nous sommes un des rares pays à consommer de l'électricité à 73% d'origine nucléaire. Ensuite parce que nous disposons du plus important parc nucléaire au monde. Alors, gros avantage du nucléaire, sa production n'est pas polluante. Gros défaut, il y en a plusieurs, mais enfin il y en a un, c'est aucun responsable politique capable d'en parler sans se prendre les pieds dans une cuve non maîtrisée et des coûts de gestion et de construction faramineux. Pas mieux pour les pronostics de sortie du nucléaire qui est aussi entre 30, 50, pourquoi pas 100 ans. Peu importe, car certains déchets, eux, ont la vie dure. La mesure habituellement utilisée est de 31 ans. Ils sont à vie courte en dessous de cette échelle et à vie longue au-dessus. Tu parles, l'iode 129 dépasse les 31 ans de 16 millions d'années et si on va beaucoup plus loin, l'uranium 238 de 4 milliards et demi d'années. Alors pour faire court, pour l'instant, les déchets faiblement actifs à vie courte ou longue sont stockés dans l'Aube, d'autres plus actifs à Marcoule et à Lague. En attendant mieux c'est Bure, village de la Meuse, en limite de la Haute-Marne, une poignée d'habitants, quelques agriculteurs, et depuis plus de 15 ans, le siège du laboratoire de recherche de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui ne pouvait pas, je dis bien qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Dommage. Ici se construit CIGEO, futur centre de stockage à 500 mètres sous terre des déchets les plus actifs à vie longue. Pourquoi ici? Quelles garanties pour les habitants de l'environnement? Et quelles alternatives sont envisageables dans la gestion des déchets? Je vous rappelle l'appli France Inter à votre disposition, franceinter.fr, la page d'émission pour vos commentaires et également le compte Twitter, le mot-clé, le débat de midi. On est allé dans une zone très profonde de la Manche, un endroit qui s'appelle la fosse des Casquets, juste devant la Hague, entre la Hague et l'Angleterre, dans une zone de pêche, tout près des plages. Qu'avez-vous trouvé là-bas? Des fûts de déchets radioactifs rouillés, des fûts éventrés, des fûts vides. On peut voir la vie sous-marine, des poissons vifs dans les barils radioactifs. Alors la question qu'on se pose, c'est où sont passés les déchets radioactifs? Les déchets sont dans la nature. Là, vous pouvez voir ce que c'est devenu. Ça n'a pas disparu dans un grand trou noir au fond de la mer. Ça pollue la mer, ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette. Voilà, le ton est donné pour la gestion des déchets, extrait du Cauchemar du nucléaire de 2009, un documentaire d'Éric Guéret et Laure Nouala. À nos côtés, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour. Bertrand Thuillier, ingénieur agronome, membre du conseil d'administration du CEDRA, c'est le comité contre l'enfouissement des déchets radioactifs et en particulier celui de Bure dans le programme CIGEO. Bonjour. Bonjour. Avec nous en ligne, Stéphane Martin, en duplex de France Bleu Sud-Lorraine à Nancy. Stéphane Martin, maire Bonjour. de Gondrecourt-le-Château à 8 km du site de Bure. Bonjour Stéphane. Bonjour. Hervé Kempf est avec nous aussi en ligne, rédacteur en chef de Reporter.net, le quotidien de l'écologie, et aussi auteur de Tout est prêt pour que tout empire. C'est le dernier essai paru cette année aux éditions du Seuil. Hervé, vous nous entendez ? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et vous avez d'ailleurs enquêté sur le site de Bure, l'installation de ce projet CIGEO. D'abord, une réaction de qui veut intervenir. D'ailleurs, chacun peut apporter son point de vue sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a eu une législation, une convention d'abord de Londres en 1975 contre la pollution des mers. On sait que la France avait déposé quelques déchets au fond du Pacifique et de l'Atlantique. On peut draguer encore la Manche et trouver ces fûts. Valérie Faudon. Je pense que c'est tout à fait symptomatique de l'évolution des consciences environnementales entre ce qui se faisait dans les années 60 et 70 et ce qui peut se faire aujourd'hui. Et je pense que le sujet dont on va débattre aujourd'hui est tout à fait dans cette lignée. Mais c'est légal de déposer, d'avoir en 2009, de découvrir encore des fûts qui sont au fond de la Manche? Ces fûts, ils sont là. Et ce qui est vraiment extrêmement important aujourd'hui, c'est, donc vous l'avez dit, l'énergie nucléaire, c'est une énergie non polluante, c'est-à-dire dans la mesure elle ne produit pas de gaz à effet de serre et aussi elle ne produit pas de particules fines, en fait, de pollution atmosphérique. Ce qui est important, c'est que les générations actuelles qui ont les bénéfices de cette énergie non polluante gèrent l'ensemble de la chaîne, y compris gèrent
la petite quantité de déchets hautement radioactifs qui est produite. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, de la même façon c'est 4%. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jettent leurs bouteilles de plastique dans la mer et que ça fait je crois une île maintenant qui est de la taille du Texas. C'est vraiment important aujourd'hui que la génération actuelle qui bénéficie de l'énergie nucléaire gère ses déchets de manière responsable. Oui, alors bien sûr, mais on peut pas comparer la bouteille. Je suis contre l'utilisation des mers comme poubelle, mais la bouteille en plastique et le fût avec des produits qui sont de longue durée. On parle en milliers d'années, voire millions d'années, des déchets hautement radioactifs. Oui, alors, très bien, merci. Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Valérie Saudon. Je crois qu'il faut. Ah bon? Oui, c'est ça, mais ça peut être ça l'intérêt d'un débat aussi. Faudon. Il faut évidemment qu'il y ait une solution de gestion des déchets. On ne peut pas les laisser comme ça. Et en fait, nous sommes les générations qui suivent, les générations qui ont fait adapté, enfin qui ont fait une solution pour délivrer, enfin pour jeter ces colis dans la mer. Et donc en fait, on voit bien qu'il faut absolument éviter que nous soyons la génération qui donne une solution qui ne sera pas une solution définitive et satisfaisante pour les générations suivantes. Hervé Kempf, Valérie Faudon parlait d'une conscience écologique, environnementale aujourd'hui, certes, mais il y a une convention, je rappelle, qui date de 1975, qui a interdit la pollution des mers, et en particulier avec ces déchets radioactifs. On les trouve quand même, et ça a été prolongé dans la Manche, au large de La Hague. Oui, parce qu'effectivement, c'est le secret caché du développement de l'industrie nucléaire. Dans les années 50, 60, 70, les promoteurs du nucléaire, qui était aussi le nucléaire militaire, il faut jamais l'oublier, savaient qu'il y avait un problème de déchets, mais le mettaient en quelque sorte sous le tapis. Donc ils ont commencé discrètement à espérer le jeter au fond des océans, au fond de l'Atlantique. Ça a été finalement interdit quand la conscience écologique, qui est née non pas d'ailleurs des nucléaristes ou des nucléocrates, mais de la société civile et des écologistes, et qui ont commencé à s'indigner de ces rejets. Et donc le problème petit à petit a commencé à être posé sur la table, et on a commencé à se rendre compte que il y avait ce problème des déchets nucléaires, qui sont effectivement pas du tout comparables à des déchets plastiques, mais qui sont beaucoup plus importants parce qu'ils ont une durée de nocivité absolument ahurissante. C'est un enjeu qui ne porte pas seulement sur notre génération, mais qui porte sur des dizaines de générations. Donc il y a un côté presque inconcevable dans cette affaire. Une première question qu'on pourrait se dire, c'est peut-être qu'il faudrait, maintenant qu'on est conscient de la nocivité et du danger que posent ces matières, arrêter d'en produire. Et donc arrêter d'en produire, c'est sortir du nucléaire. Et peut-être aussi dans le cas français, parce qu'il y a plein de catégories de déchets nucléaires, il faut peut-être le préciser, même si ça risque d'être compliqué, c'est que le choix industriel qui a été fait par la France a conduit, avec le retraitement des combustibles usés, à multiplier les catégories de déchets nucléaires. Si bien que nous avons des déchets d'uranium appauvri, de combustibles usés, de MOX usés, d'actinides mineurs, de plutonium, on a plein de déchets radioactifs très dangereux à gérer, et non pas une seule catégorie, ce qui complique beaucoup le problème. Absolument. Valérie Je pense Faudon. qu'il faut rappeler pourquoi on a développé l'industrie nucléaire. C'était pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, puisque la France, dans les années 70, n'avait ni pétrole, ni gaz, ni charbon. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. J'entendais Monsieur le ministre ce matin sur France Inter parler justement que la priorité en France était de sortir des énergies fossiles qui font quand même 70% de notre consommation énergétique. Et le nucléaire est un outil pour ça, puisque le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. On est d'accord, mais le problème n'est pas là. C'est le problème des générations futures avec des gestions. Vous disiez dans les déchets hautement actifs de longue durée, on est à 4% de l'ensemble des déchets. Mais c'est lourd. 80 000 mètres cubes à Bure prévus. Un point qui est vraiment important, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a les déchets radioactifs qui sont 2% des déchets toxiques produits en France aujourd'hui, et puis il y a les déchets hautement radioactifs. Alors ça, c'est important
important que c'est une petite quantité des déchets, les déchets radioactifs. Je touche ni l'un ni l'autre, voilà. Je vous le dis personnellement. Alors vous pouvez me toucher parce que je suis moi-même radioactive. Nous sommes tous radioactifs. J'ai vu. Donc c'est comme je dirais des médicaments connus, c'est-à-dire à petite dose c'est tout à fait inoffensif et puis à grande dose c'est dangereux. Et ça c'est vrai pour toutes les substances qui existent dans le monde. Donc la très grande majorité des déchets produits en France sont justement très peu nocifs. Ça n'empêche pas qu'il y a une filière dédiée et des moyens de surveillance dédiés à ces déchets qui sont stockés dans des endroits spécifiques. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est une stockés provisoirement. Non, alors il y a par exemple les déchets très faiblement radioactifs, ils sont stockés de manière définitive, mais ils sont aussi radioactifs que vous et moi. Donc voilà, mais ils sont quand même gérés dans une filière spécifique. Moi, je ne vais pas me comparer à un déchet faiblement réactif. Je pense que c'est vraiment très important de savoir que depuis, on va en parler depuis la loi de 1991 qui a créé un établissement public dédié, qui s'appelle l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et la loi, ça porte bien son nom, Bataille. Absolument. Depuis cette loi, il y a une filière de gestion qui est extrêmement solide. Pour vous dire, tous les 3 ans, il y a un inventaire national de toutes les substances radioactives en France. Pas uniquement évidemment dans l'énergie électronucléaire, mais aussi dans les centres de recherche, dans les hôpitaux, etc. Donc c'est une filière où il y a à la fois une très grande traçabilité, un inventaire et des modes de gestion spécifiques qui sont extrêmement surveillés. Je pense qu'on va en reparler des autorités de sûreté, du gendarme, de la sûreté en France. C'est extrêmement bien géré. Je reviens quand même à l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure. Si la loi Bataille de 1991, il n'empêche, même si on veut dire qu'il y a aujourd'hui un suivi plus strict de la gestion des déchets, on a quand même utilisé des fosses marines en poubelle. Ah non, pas depuis 1991. On parle d'il y a très longtemps, des débuts de l'industrie 60-70. Absolument. Enfin, je veux dire maintenant, et vous avez parlé des conventions, et je pense que c'est bien qu'on parle de ce qu'on faisait dans les années 50 et 60, mais on est là pour parler de ce qu'on va faire aujourd'hui avec justement ces déchets radioactifs. Et c'est extrêmement important de regarder justement quelles solutions aujourd'hui la loi, puisque s'agit cette fois-ci de la loi de 2006, a prévu de mettre en œuvre pour justement apporter une solution de gestion pérenne à ces déchets hautement radioactifs. Loi de 2006, donc le stockage en couche géologique profonde. Bertrand Thuillier. Oui, en effet, parce que si on revient sur la loi de 91, en réalité, il y avait trois solutions. On parlait des solutions qui avaient été adoptées donc dans le passé. En fait, il y avait 3 solutions. Il y avait une solution de transmutation, c'est-à-dire de modification de l'état, de la nature des déchets. Une solution d'entreposage donc de moyen terme, c'est-à-dire une solution d'attente d'une certaine manière, et puis une solution d'enfouissement. Et dans cette solution d'enfouissement, la loi prévoyait plusieurs sites, enfin plusieurs laboratoires, de manière à étudier les différentes matrices. En réalité, beaucoup d'argent et qui ont été mis et d'énergie ont été mis sur la troisième voie, sur l'enfouissement. Et là où il devait y avoir plusieurs sites pour étudier justement les différentes alternatives, les différentes solutions, en fait, il n'y a eu qu'un seul site qui a été choisi, qui était le site de Bure. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que le site de Bure a une particularité, c'est que c'est un site argileux. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, on va enfouir les déchets. C'est ça la nature de CIGEO. Je pense qu'il est bon d'y arriver. Qu'est-ce que CIGEO? En fait, ça va être d'enfouir ces déchets hautement radioactifs dans une matrice argileuse. L'argile a 2 caractéristiques. En fait, c'est une roche qui est extrêmement friable et donc qui nécessite des soutènements, qui nécessite des quantités, des centaines de milliers de tonnes d'acier. Et également, c'est une roche qui est saturée en eau, 7 à 8% d'eau. À propos de la roche friable, il y a eu une victime. Oui, tout à fait. Oui, c'est en effet. Et donc, on a besoin c'est pas une roche autoporteuse, par exemple, comme du granit ou du sel. Et donc, de fait, de par ces quantités d'acier, de par l'interaction entre ces déchets et la roche, vous allez avoir des quantités très importantes d'hydrogène qui vont être produites, des milliers de mètres cubes, sachant qu'un mètre cube, c'est l'équivalent en puissance explosive de kilos TNT. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui a été fait après ça ? Au lieu de prendre en compte ces 2 fragilités, donc friabilité et perméabilité et présence d'eau, en fait, l'ANDRA a défini
un stockage dans des très grandes alvéoles, dans des volumes très importants, qui en fait exacerbent justement ces fragilités. Et de fait, on a besoin donc d'avoir, je dirais, une ventilation. On a ces alvéoles qui font 500 mètres de long, 9 mètres de diamètre, qui sont très sensibles à la qualité des déchets. Et le grand public est informé de ça, Bertrand Thuillier ? Il n'était pas informé jusqu'en 2012 où en fait on a mis en évidence les rejets. Alors en termes de ventilation, par exemple, c'est 500 à 600 mètres cubes par seconde. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que on parlait des déchets. Qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce que dit l'IRSN ? C'est que justement par rapport, alors l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et c'est un dossier donc de cette année. Qu'est-ce qu'il dit ? En réalité, de par cette sensibilité et de par ces volumes importants, on ne peut pas mettre les colis bitumineux. C'est-à-dire en fait 18% en nombre de ce qu'on appelle les colis moyenne activité. Mais on ne peut pas mettre non plus 20% de déchets dits incertains dont on ne sait pas exactement ce qu'ils contiennent, de par cette fragilité. Mais également, ce que l'IRSN ajoute, c'est qu'on a 104 000 mètres cubes de déchets dits de réserve, qui ne sont pas encore prévus dans CIGEO, mais dont il faudra bien faire quelque chose. Et il y a également un point qui est extrêmement important, dont on a un peu abordé le sujet, ce sont les combustibles usés. Les combustibles usés, actuellement, ne sont pas prévus pour être dans CIGEO, et tout ça pour des raisons de conception. Et donc en fait, on voit bien que l'utilité de CIGEO, on ne peut pas mettre 38% des déchets moyenne activité. On n'a pas prévu et c'est pas conçu pour enfouir les combustibles usés. Et on a encore des déchets en réserve. Donc c'est ça la question et c'est tout à fait important. Le dossier de l'IRSN met en cause, de par la conception, l'utilité de CIGEO. Je vous demanderai d'être pas trop technique, Bertrand. Oui. Là, d'accord, on vous a suivi, mais après on va être un petit peu moins technique et puis avoir le point de vue d'Hervé Kempf, le point de vue des auditeurs et aussi celui de Stéphane Martin tout à l'heure dans le choix du site, dans les consultations publiques et la mise en place de ce projet CIGEO à Bure en Haute-Marne. Futuro Pello sur France Inter. Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Le débat de midi sur France Inter. Voici Wall-E, le dernier robot sur Terre, programmé pour nettoyer notre planète. Philippe Bertrand. Que faire des déchets radioactifs ? Les déchets radioactifs sont gérés selon leur nature. Ceux ayant une très faible activité ou une durée de vie courte sont stockés dans des centres construits en surface. Pour ceux de moyenne activité à vie longue ou de haute activité, un projet de stockage profond est à l'étude afin de les isoler dans des galeries creusées à 500 mètres sous le sol dans une couche d'argile particulièrement stable et imperméable. Voilà, ça c'est ce que vous entendez sur le site de la Société française d'énergie nucléaire représentée aujourd'hui par Valérie Faudon. Il y a une petite vidéo très instructive qui nous rassure, qui nous donne mauvaise conscience. On voit un plat de légumes, de petits pois en disant ça aussi c'est chargé de becquerel comme le reste, tout le monde est radioactif. Mais on fait quand même la différence entre des déchets hautement actifs et de longue vie, comme j'ai cité tout à l'heure. Avec nous Bertrand Thuillier, ingénieur agronome, Stéphane Martin, que nous allons rejoindre dans un instant, maire de Gondrecourt-le-Château, très proche de Bure, Hervé Kempf, reporter, le rédacteur en chef de reporter.net, avec des réactions. Il y a déjà une erreur, écrit Eric. Jean-Michel, pareil, l'énergie nucléaire est polluante. Si cela produit des déchets, c'est que c'est polluant. Elle émet peu de CO2, mais pollue énormément. L'extraction est polluante, le transport des déchets, le démantèlement. Voilà. Vous vouliez répondre quand même à la sécurité invoquée par Bertrand tout à l'heure, Valérie Faudon. Pour dire que c'est évidemment pris en compte dans tous les calculs de pollution, l'extraction et le transport. Oui, ce que je voulais répondre sur les étapes du projet. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un projet qui est géré par étapes et avec beaucoup d'humilité. Quand je dis beaucoup d'humilité, à chaque étape du projet, il y a des consultations qui sont faites. Donc là, on est typiquement dans une consultation actuellement. Mais il y a des consultations internationales. Donc il y a eu une demande faite à l'agence de Vienne de l'AIEA de donner son avis.
à d'autres pays qui sont engagés dans des projets similaires, comme donc l'autorité de sûreté finlandaise a donné son avis, à des groupes d'experts qui se réunissent. Donc, au contraire, le projet est géré avec énormément d'humilité et avec différentes étapes. Et ça, je voudrais revenir sur quelque chose qui était important. La première étape du projet, ça a été la qualification de la roche et ses caractéristiques. Et ça a mis, en effet, presque une quinzaine d'années d'études pour bien connaître cette roche. Et pourquoi ? C'est parce que c'est cette caractéristique de cette roche qui pourra confiner les déchets pour plusieurs centaines de milliers d'années. Pourquoi sur ce site spécifiquement, alors qu'il y avait peut-être d'autres sites qui étaient tout à fait envisageables ? Je suis en train de dire, ça y est, il faut vraiment les enfouir. Mais en tout cas, dans le cas de l'enfouissement, pourquoi ce seul site de Haute-Marne ? Parce qu'en fait, il y a eu donc plusieurs sites qui ont été candidats aux études, et ce site a en effet d'excellentes caractéristiques, et donc ça a été vraiment la première étape qui a conduit justement à cette loi de 2006. Oui. L'étape dans laquelle on est actuellement, c'est dans une étape de conception du projet. Donc c'est en ce moment, et la consultation qui est actuelle, c'est justement sur la conception du projet et les options de sûreté que propose l'ANDRA, et c'est sur ces sujets-là justement que maintenant c'est plus des spécialistes de l'argile qui travaillent, mais c'est des spécialistes des installations industrielles, de la sûreté industrielle, et qui étudient les risques incendie et les différents risques associés au projet. Donc c'est en ce moment que ces études sont faites, qu'elles sont commandées, et l'autorité de sûreté dit, par exemple, typiquement sur les colis bitumineux, voilà, je voudrais que vous m'étudiez tel sujet, que vous preniez telle option, que vous regardiez telle option. C'est en ce moment que ces études sont faites. Premier colis stocké normalement en 2030 et fermeture des galeries 2150. Il risque de s'écouler beaucoup de temps et beaucoup de débats. Encore le coût 25 milliards d'euros, dit-on, après le coup de canif porté par Ségolène Royal, mais je ne sais pas si il va durer longtemps ce petit coup de canif. Hervé Kempf, vous avez entendu Bertrand Thuillier, Valérie Faudon. Vous êtes allé sur le site. Vous êtes d'accord sur la mise en place, l'humilité du processus et de l'engagement de longue durée sur ce site ? Non, écoutez, je suis un petit peu surpris, effectivement. Alors j'ai été plusieurs fois sur place et d'ailleurs j'ai rencontré Stéphane Martin dans sa mairie de Gondrecourt-le-Château en 2008, je ne sais pas s'il s'en souvient, en tout cas je le salue, et j'ai été plusieurs fois à Bure et dans cette région. Il faut revenir en arrière un petit peu parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites qui sont franchement inexactes. Quand on dit les déchets faiblement radioactifs sont très bien gérés, c'est malheureusement inexact. On perd chaque année des sources radioactives qui sont des petits instruments de mesure à faiblement radioactifs qui servent dans le bâtiment et travaux publics, et c'est une préoccupation qui est bien connue de l'autorité de sûreté nucléaire et qui pose un problème. On a aussi énormément de déchets qui viennent des mines d'uranium dans plusieurs régions de France avec des stériles et des taux faiblement radioactifs et qui posent des problèmes bien connus en Bretagne, en Limousin et dans d'autres régions. Voilà, donc on ne peut pas dire que les déchets, même faiblement radioactifs, sont bien gérés. La deuxième chose, dire que la consultation, ça s'est toujours fait dans la consultation, etc., c'est quelque part une plaisanterie. Le site de Bure a été choisi parce que il faut se rappeler qu'il y avait eu des prospections dans d'autres régions, en Haute-Vienne, dans le Perche, et que dans tous les coins, il y avait une résistance populaire extrêmement forte. Allô ? Oui, on vous entend, Hervé, oui. Voilà. Et excusez-moi, je suis au téléphone. Oui. Et c'est finalement le lieu de moindre résistance qui a été choisi parce que à Bure, et on parlera de cette région et de la région de l'Est qui est en grande difficulté économique à tout point de vue, et ça c'est un vrai problème, mais elle a été choisie parce qu'elle était en situation de faiblesse par rapport à d'autres régions où les gens, y compris d'ailleurs aussi le Gard, j'ai oublié de le citer, avaient résisté. Oui, Stéphane Martin va corriger, effectivement. Et la consultation en 2005, il faut quand même rappeler, c'est extrêmement important, il y avait la possibilité de référendums locaux qui avaient été mis en place par le Premier ministre Raffarin et qui disait on va demander l'avis aux gens et quand les gens voudront un référendum local sur quelque chose, on fera un référendum. Il y avait eu plus de 45 000 signatures en Haute-Marne et dans la Meuse pour demander un référendum local sur l'emplacement de ce dépôt de déchets radioactifs
et il n'a pas été possible de faire un référendum. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Hervé, Hervé, quand même, on va demander... On a là un vrai problème, on ne peut pas dire que la consultation, et ça s'est fait en parfaite consultation. Bien sûr, et on va demander, Hervé, à Stéphane Martin, maire de Gondrecourt-le-Château, qui a accepté le projet, si, monsieur le maire, vous avez été consulté auparavant, ou est-ce que les décisions ont dû être prises dans l'urgence? Je fais référence au long mail de Patrice. J'ai peut-être été un peu long, dit-il, j'en suis navré, mais j'ai la rage au cœur lorsqu'il s'agit d'injustice et de manipulation des consciences. Je résume, Patrice, auditeur, habitant de Damary-sur-Saulx, pas de débat public, les élus pris au dépourvu, une campagne d'information qui relève de la propagande auprès des enfants des écoles et donc des parents. Monsieur le maire. Bien, moi, je souhaiterais réagir par rapport donc à l'acceptation du projet. Je suis élu depuis 2004 et le projet existait déjà. L'Andra s'est installé en 99. Le département de la Meuse et de la Haute-Marne, donc les deux départements, étaient candidats à l'accueil d'un laboratoire et donc la décision a été prise par les deux conseils généraux de l'époque. Simplement rappeler un tout petit peu la genèse du projet. Loi Bataille de 91, donc loi dite Bataille de 91, seconde loi 2006, troisième loi 2015-2016. La gestion des déchets est un sujet national, est un sujet d'intérêt national, et donc le Parlement, la représentation donc nationale, s'est prononcée à 3 reprises sur le sujet. Donc je ne pense pas que ce soit directement aux locaux à se prononcer, mais bel et bien aux représentants nationaux, aux parlementaires à se prononcer, ce qui a été fait. Oui, mais attendez, en tant que maire, représentant public de proximité, vous avez un mot à dire, vous n'êtes pas soumis à une hiérarchie et vous avez quand même le droit de vous opposer à une décision si vous la considérez mal gérée ou floue. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de la gestion des déchets. Excusez-moi, je ne suis pas scientifique pour me permettre de juger de la qualité des recherches effectuées par l'ANDRA. Simplement, nous sommes associés à un certain nombre de décisions et donc, à chaque fois, nous sommes consultés d'une manière informelle sur la gestion des déchets. Oui. Autrement dit, vous avez très peu d'informations. On a de l'information. Il existe également le CLIS, donc le comité local d'information et de suivi, composé d'élus locaux, composé d'associations opposées au projet, qui se réunit régulièrement et qui donne de l'information. Donc même localement, les populations sont informées. Il y a quand même un intérêt, Stéphane Martin, en tant que maire de cette localité, cette commune de 1300 habitants. On est à 45 minutes de Nancy. Si je ne m'abuse, il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous dites, on pourrait recevoir, et c'est tout à fait logique, des habitants de la ville dans notre belle contrée. Il faut des moyens pour ça. Et là, il y a des retombées financières. Donc, il y a un GIP, un groupement d'intérêt public Objectif Meuse, qui a été créé en 2000 à la suite donc de l'installation en 99 du laboratoire de l'Andra à Bure, sous le titre dispositif d'accompagnement économique. C'est 30 millions d'euros d'aide qui ont été versés au département de la Meuse en 2015, par exemple. Et de la Haute-Marne, je crois qu'on va s'en approcher si on est concerné aussi en Haute-Marne. On est à 2 fois 30 millions, effectivement, pour chacun des deux départements. Ouais. À l'époque, le législateur a prévu d'accompagner financièrement donc les deux départements qui accueillaient le labo. Tout simplement pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de production sur site. Et donc, ça ne générait pas de taxes professionnelles comme pourrait le générer une centrale nucléaire. Et donc, il était prévu de doter chacun des deux départements de l'équivalent de ce que produirait une tranche de réacteurs. Ouais, là, on est au-delà quand même d'une taxe foncière quand on parle de 30 millions d'euros. Vous n'avez pas l'impression qu'on achète un tout petit peu votre silence en faisant ça? Alors, je ne parlais pas de taxe foncière, mais bel et bien de taxe professionnelle. Oui, taxe professionnelle. Mais de toute façon, il n'y en a plus maintenant, mais bon. En admettant par rapport à des taxes, on est quand même dans une autre circonférence. 30 millions d'euros, c'est important. Et je vous répète, est-ce qu'on n'a pas, on a le sentiment qu'on achète votre silence avec une telle manne? Alors, cet argument d'achat des consciences, c'est même pas le silence, c'est l'achat des consciences, il a été évoqué à un certain nombre de reprises et les opposants s'en servent régulièrement. Pour la commune de Gondrecourt, donc 1300 habitants, nous percevons une dotation de 485 euros par habitant, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait globalement 600 000 euros par an pour la collectivité.
Est-ce que ma conscience vaut 600 000 euros ? Je pense qu'elle vaut beaucoup plus et qu'il en faudrait beaucoup plus pour que je m'oppose à ce projet si j'estimais qu'il n'était pas intéressant et pertinent pour le territoire. Ouais. Il y a eu des débats publics avec les administrés ? Alors, il y a eu des débats publics, notamment en 2005, débats publics sur le territoire et localement et au niveau national. Par contre, le dernier débat public, 2012-2013, les débats publics locaux n'ont pas pu se tenir car les opposants bloquaient systématiquement toutes les réunions et donc il n'y a pas eu de débat public en 2012-2013 du fait des opposants. Patrice, notre correspondant, dit lui il a tenté d'ouvrir de l'autre côté. C'est pas pour contre, mais en tout cas soucieux du débat démocratique, il a invité des membres de son conseil municipal à assister à des débats contradictoires. Aucun élu, dit-il, n'a daigné se présenter. Donc apparemment, de chaque côté, il y a blocage quand même. Alors, je ne sais pas de quel débat il s'agit. Là, c'était à Damary-sur-Sault, entre autres. Naturellement, si je suis invité à un débat, je m'y rendrai pour exposer ma position. Oui, pas exploser, s'il vous plaît. Évitez ça, pour l'instant. Non, mais il y a des risques, mais bon, on va éviter. Le mail, c'est sur le site de l'émission franceinter.fr. Vous utilisez l'appli France Inter et puis le compte Twitter. Le mot-clé, je dis pas hashtag, le mot-clé, le débat de midi. Le débat de midi. Philippe Bertrand sur France Inter. En chantant et surtout en marchant, 100 000 pas pour Bure et au moins 150 personnes dans chacun des 4 cortèges contre l'enfouissement et même plus. C'est le nucléaire et son monde et ces merdes, elles ne concernent pas que les gens du coin, elles concernent tout le monde. Voilà, le problème, il est là et donc il faut être le plus nombreux possible pour montrer qu'on n'a pas envie de se laisser faire, quoi. Ils arrivent de toute la France, du Mans et même de Fessenheim. Il faut agir dans l'urgence pour dire qu'à Bure, il n'y a pas de déchets radioactifs qui sont installés encore. Il n'y a qu'un projet de laboratoire. Ce projet de laboratoire ne tient pour l'instant pas la route, que le dossier technique n'est pas au point, que dès qu'on pose des questions précises sur la sécurité des déchets radioactifs, les réponses sont c'est en cours d'étude. La plus grosse poubelle nucléaire du monde, on veut implanter ici, alors qu'aujourd'hui, on a zéro réponse sur les questions de sûreté de cette installation. Quand on regarde ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, ce que dit l'IRSN aujourd'hui sur les projets qui sont bâtis sur Bure, ils posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Des réactions. Gauthier, je suis un ancien de l'Andra, je veux dire plusieurs choses. Les ingénieurs de l'Andra sont très qualifiés de bonne volonté, ils ne sont pas nécessairement pro-nucléaires, ils sont pas anti, et ils ne font pas de politique. Votre émission paraît construite à charge, et c'est bien dommage. Sortir du nucléaire ou non, que fait-on des déchets radioactifs ? L'Andra travaille à une solution tenant compte des données sociétales avec l'idée de ne pas transmettre le problème à nos enfants, de proposer une solution. Enfin, regardez, côté déchets chimiques, ça vous rejoignez Valérie Faudon qui pense exactement la même chose. Est-on aussi exigeant pour ces déchets, eux dont la nocivité ne décroît pas dans le temps. Enfin, la nocivité décroît peut-être un petit peu plus vite que les 300 000 ans de certains produits très actifs. Oui, c'est toujours contre, je suis désolé. Et puis, ça n'interdit pas le débat sur les déchets radioactifs. Bon sang, bonsoir, c'est bien et les déchets nucléaires, c'est bien notre problème. Eric, en Lorraine, tous les industriels s'accordent à dire que le risque zéro n'existe pas, sauf les ingénieurs de CIGEO qui, eux, prétendent au risque zéro pour les 300 000 ans à venir. L'argument à lui seul n'est-il pas suffisant pour refuser le projet ? Est-il trop tard pour le refuser, Bertrand Thuillier ? Je pense, parce qu'en fait, quand on parlait des problèmes de sécurité, enfin pour revenir, pour être assez pragmatique, on parlait des colis bitumineux et dont l'IRSN ne veut pas l'enfouissement dans CIGEO, par exemple. On sait qu'il va y avoir 9700 tonnes dans l'inventaire, il y a 9700 tonnes de bitume prévues, et on sait que 200 kilos, et ça c'est l'IRSN qui le dit, 200 kilos enflammés peut permettre de colmater l'ensemble des filtres d'une alvéole. Donc en fait, on voit bien que il y a des problèmes de sécurité extrêmement importants parce qu'on va avoir des facteurs multiplicatifs en termes de risques. On va avoir l'hydrogène qui est un gaz inflammable et explosif. On va avoir ces colis bitumineux avec ces 9700 tonnes de bitume. On va avoir la ventilation, c'est 2 millions de mètres cubes par heure pour évacuer tout cet hydrogène. Et on va avoir des étincelles parce qu'en fait, on a besoin d'outils de manutention. On aura besoin
besoin de batteries, etc. Et donc on a réellement tous les éléments pour qu'il y ait une inflammation d'alvéoles, et ce sont des alvéoles. Et c'est ça où vraiment, et ça a été vraiment pointé par l'IRSN, il y a un problème de conception de CIGO parce qu'on a des alvéoles extrêmement importantes, 400 à 500 mètres de long et 9 mètres de diamètre. À partir du moment où on a ce constat, pourquoi on continue? Je voudrais remettre les choses en perspective, c'est qu'on a donc une autorité de sûreté nucléaire qui est reconnue comme une des plus sûres du monde. On l'a vu cet hiver, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité en France de pouvoir arrêter une centrale nucléaire du jour au lendemain. Donc c'est évident, et elle a remis son avis, son projet d'avis pour consultation hier. C'est évident que l'autorité de sûreté nucléaire ne laissera jamais descendre des fûts au fond du stockage si elle n'a pas été au bout des études et a reçu des garanties de la part de l'exploitant et des gestionnaires du site qu'il n'y aura pas de risque et que tout sera fait en toute sûreté. Donc de ce point de vue-là, le dossier il est en cours, puisque là actuellement on en est à une étape qui s'appelle les options de sûreté. C'est ce qui a été étudié sur ces 18 derniers mois. Donc par rapport à ça, elle a remis un avis, un projet d'avis, qui est le fait que globalement les options de sûreté arrivent à un bon niveau aujourd'hui de maturité dans les étapes du projet. Et maintenant, elle demande en effet un certain nombre d'instructions supplémentaires, en particulier dans le cas des colis bitumineux. Mais je voudrais quand même faire une remarque par rapport à l'ancien salarié de l'Andra qui a écrit pour rappeler que l'Andra, donc c'est un organisme qui a une mission de service public, qui a 600 salariés qui travaillent pour le bien public, puisque le bien public, et ça a été rappelé encore, a été voté 3 fois, et c'est voté pas seulement 3 fois, c'est-à-dire qu'au niveau européen, les pays se sont mis d'accord, et pourtant il y a beaucoup de pays antinucléaires pour dire qu'il fallait, donc c'était la bonne solution de pouvoir stocker à long terme. Aucun pays au monde ne le fait pour l'instant. Si, absolument. Enfin, il y a des projets qui sont lancés en particulier en Finlande, Suède, absolument. Enfin, ils sont dans les étapes du projet, c'est en train d'être fait. Et donc, ça c'est reconnu à la fois donc par la communauté internationale, y compris par des pays antinucléaires. C'est reconnu par la loi en France. Donc ils sont là pour remplir une mission de service public. C'est pas pour s'enrichir. Ils sont pas là au service du grand capital. Il faut savoir que ces salariés, il y en a qui ont reçu des menaces de mort. Enfin, faut voir ce qu'ils vivent en fait sur le terrain. Non, mais je vais pas mettre un cadre à l'Andra aujourd'hui à partir du moment où elle n'est pas présente. Il y a eu un départ de feu dans un hôtel. Il y a des caillassages. Enfin, pour vous dire que globalement, mais je connais des partisans plus écologiquement responsables qui prennent des caillasses aussi et qui subissent des menaces. Hervé, quand même, vous sur le terrain, vous avez vu quand même aussi une réalité. C'est l'immense réserve foncière que l'Andra s'est constituée là-bas. Oui, tout à fait, puisque officiellement il y a besoin de 300 hectares et en fait l'Andra achète des centaines, voire des milliers d'hectares. Je n'ai pas le chiffre exact. Alors le chiffre, je vous le rapporte parce qu'il est dans il est dans un de vos dossiers, 2270 hectares pour un site qui devrait couvrir au maximum 650. Voilà, effectivement, sur reporter.net, on a suivi très attentivement, on va continuer à le faire. Et d'ailleurs, on va aussi publier un article puisqu'on a été en Finlande pour étudier ce projet d'enfouissement qui a lieu en Finlande et qui d'ailleurs ne concerne que des combustibles usés, ce qui facilite aussi les choses, et pas toutes les catégories de déchets très radioactifs qui sont censés aller à Bure. Enfin voilà. Moi, je crois que il faut souligner quand même, l'ASN, là j'ai l'avis sous les yeux, enfin le communiqué de l'ASN là-dessus, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est quand même très réservée, et elle dit, l'ASN souligne que la justification de l'architecture de stockage, le dimensionnement de l'installation face aux agressions, la surveillance de l'installation et la gestion des situations post-accidentelles pourraient conduire à des évolutions de conception de l'installation. C'est en langage très technique, mais ça veut dire que l'ASN considère que le dossier n'est pas encore mûr, et d'autant plus qu'on a plusieurs expériences très négatives à l'étranger, notamment un site qui est aux États-Unis, qui était considéré jusqu'à présent comme une sorte de modèle, le WIPP, à Carlsbad, ça veut dire Waste Isolation Pilot Plant, excusez-moi de mon mauvais accent, et on considérait ce site d'enfouissement de déchets militaires nucléaires comme très sûr, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident en 2014, un fût a éclaté, et du coup, le site est à l'arrêt. Le coût de la remise en état est de 2 milliards de dollars. Et voilà. Et en Allemagne aussi, il y avait une mine de sel qui est bien connue, Aas, dans laquelle on espérait pouvoir enfouir les déchets.
et en fait, il y avait des fuites d'eau qui se sont révélées très importantes. Ouais. Et le site est maintenant à l'arrêt. Donc, on n'a pas la maîtrise technique. Et juste un mot pour conclure rapidement, parce que je sais que l'heure tourne, mais dans tout ça, il y a la question du coût. C'est-à-dire le coût de ces installations dont on a vu avec l'ASN et avec l'IRSN que le schéma n'est pas du tout opérationnel, n'est pas du tout finalisé. Les remarques de M. Tuillier étaient tout à fait exactes. Et pour l'instant, on est à un coût qu'évalue l'ANDRA en 2013 de 34 milliards d'euros. On ne sait pas si c'est une limite inférieure, alors que pendant ce temps-là, on sait que l'industrie nucléaire est en très grand péril et que, par exemple, l'État français, c'est-à-dire vous et moi, les contribuables, les auditrices, les auditeurs, ont recapitalisé Areva pour 5 milliards d'euros. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'engager dans un projet qui est extrêmement coûteux et dont, pour l'instant, on n'a pas la maîtrise technique, sachant qu'il y a des questions, une fois de plus, qui doivent être posées sur le nucléaire dans son ensemble et sur les économies d'énergie plus généralement. Bonne question. Quoi qu'il en soit... Je souhaiterais réagir par rapport au coût, s'il vous plaît. Oui. Stéphane Martin. Oui, par rapport... Il ne nous reste plus qu'une minute, je suis désolé. Alors, je vais aller très vite concernant le coût. L'ANDRA estime à 34 milliards, la ministre avait fixé à 25 milliards. Exact. Quel que soit le coût, il ne faudra pas regarder sur le prix, car c'est la sûreté et la sécurité du projet qui seront en jeu. Donc, quel que soit le coût final du projet, il faudra dépenser, et sans compter, pour garantir aux habitants la sûreté et la sécurité de leur santé sur le territoire de la Meuse et de la Haute-Marne. Et à nos générations futures. Et nos générations futures, merci de le rappeler, Valérie Faudon. Ça fait peur quand même, monsieur le maire, par rapport à l'engagement aussi de l'État sur de tels projets, sachant la situation de notre trésorerie nationale, même si paraît-il qu'elle évolue et progresse. Elle évolue et une part de la facture d'électricité de chaque habitant est consacrée à la gestion des déchets. Et donc EDF doit provisionner également le coût du stockage. C'est provisionné, c'est garanti. Merci. Ce sont les petits consommateurs en paie la facture. Depuis hier, les tarifs réglementés d'EDF ont augmenté d'1,7%. Allez savoir pourquoi. Merci en tout cas à vous, à Bertrand Tuillier, à Valérie Faudon, à Stéphane Martin depuis France Bleu Lorraine et Hervé Kempf, reporter.net. Demain, on parlera de la télémédecine. Est-ce que la télémédecine pourrait remplacer les praticiens qui font défaut dans nos quartiers ou dans nos territoires et nos campagnes? Nous en débattrons avec vous aussi. Et je remercie l'équipe Marie-Hélène Fauca qui réalisait le débat, Elisa Mchin, Mao de Butler, Barthélémy Don, la programmation musicale de Thierry Dupin et à la technique Gaël Brauzek et Sacha Trop. Et merci donc aux techniciens de France Bleu Sud-Lorraine.